Lors d'une réunion pour le transfert de l'héritage, mes parents m'ont humilié en donnant les 5e € à leur fille préférée, maître 10 ans de travailler plus dur. Mais alors, mon grand-père s'est levé et a surpris tout le monde en maître donnant un chèque de 50 millions. Ma mère a hurlé, « Tu n'as pas le droit de maître faire ça ». Ce que mon grand-père a fait ensuite l'a laissé en état de choc. J'ai 32 ans, et je n'aurais jamais cru assister à l'implosion totale et définitive de ma propre famille, un mardi matin, dans la grande salle de réunion lambrissée du domaine de la Soierie. C'est notre domaine familial près de Lyon. L'air y sent toujours le bois ciré et le vieux papier. Ce jour-là, il sentait la trahison. Maître Dubois, le notaire de la famille depuis 30 ans, venait de lire un document. Sa voix était monotone, mais ses mots étaient des poignards. Mes parents, Antoine et Béatrice, avaient décidé de transférer un fonds fiduciaire. 5 millions d'euros. Une somme mise de côté pour les 3 enfants, moi, mon frère Thomas, et ma sœur Clémence. Sauf qu'ils ne le divisaient pas. Ils le donnaient. En totalité. À Clémence. Ma petite sœur de 25 ans, leur préférée, leur princesse. Ma mère, Béatrice, m'a regardée avec ce sourire condescendant que je connaissais si bien. Un sourire qui disait, « Tu ne vaux rien ». Elle a même eu l'audace de dire, « Nous pensons que cela motivera Adeline à travailler plus dur ». Clémence, elle, a un tel potentiel créatif à développer. Travailler plus dur. Moi. Celle qui avait sacrifié sa vie pour leur entreprise. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'étais humiliée. Anéantie. Je cherchais mon souffle, mais la pièce lambrissée semblait m'étouffer. Mais alors que j'allais m'effondrer, l'impensable s'est produit. Dans le coin de la pièce, près de la fenêtre, il y avait un fauteuil roulant. Dedans, mon grand-père, Julien. 84 ans. L'homme qui avait bâti l'Empire. L'homme que tout le monde, y compris moi, croyait cloué à cette chaise par la démence depuis 2 ans. Une coquille vide. Lentement, avec un grincement de cuir, mon grand-père a repoussé la couverture en tartan qui couvrait ses genoux. Il a posé ses mains sur les accoudoirs. Et il s'est levé. La pièce est devenue totalement silencieuse. On n'entendait plus que le tic-tac de la grande horloge comtoise. L'infirmière de nuit, payée à prix d'or par mes parents, a laissé échapper un hoquet de surprise. Maître Dubois a figé, son stylo en l'air. Ma mère a porté une main à son collier de perles. Mon grand-père, qui n'avait pas prononcé une phrase cohérente depuis des mois, a tourné la tête. Ses yeux, que je croyais voilés et perdus, étaient clairs. Durs. Acérés comme de l'acier. Il n'a pas regardé ma mère. Il n'a pas regardé Clémence. Il a regardé droit dans les yeux de mon père, Antoine. Sa voix, forte et stable, a tranché le silence, Antoine. Je sais exactement ce que vous avez fait. Mon sang s'est glacé dans mes veines. À cet instant précis, j'ai compris que toute mon enfance, toute ma vie, avait été construite sur une fondation de mensonges. La trahison de l'héritage n'était que la pointe visible d'un iceberg de tromperies, de crimes financiers et de secrets de famille. Avant de continuer, avant de vous raconter comment cette seule phrase a déclenché une guerre qui allait tout détruire et tout reconstruire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quel pays, ou de quelle ville, vous suivez cette histoire. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'ai l'impression que nous allons passer un long moment ensemble, alors merci de vous joindre à moi dans ce qui a été le jour le plus long de ma vie. La vérité qui allait éclater était bien plus sombre que la simple préférence parentale. Mon grand-père n'était pas sénile. Il avait tendu un piège. Et mes parents venaient de sauter dedans à pieds joints. Il a redressé son col, ignorant les halètements de ma mère. « Asseyez-vous tous », a-t-il commandé. Le spectacle ne fait que commencer. Pour comprendre l'ampleur du choc, l'onde sismique que cette phrase a provoquée, vous devez comprendre qui nous sommes. Ou plutôt, qui nous pensions être. Nous ne sommes pas seulement riches. Nous sommes la vieille bourgeoisie de Lyon. Notre nom est synonyme de la colline de Fourvière, des dîners de gala à l'opéra. Notre entreprise, Héritage Textile Logistique HTL, est une institution. Mais ce pouvoir, cet argent, n'a pas été construit par mon père, Antoine. Il l'a hérité.
Le vrai bâtisseur, c'est lui, mon grand-père, Julien. Un homme parti de rien après la guerre. Son histoire est une légende familiale. Il a commencé avec un seul camion, une vieille camionnette qu'il avait lui-même retapée, pour livrer les précieuses soieries des canuts depuis la Croix-Rousse. Il a travaillé jour et nuit, avec une éthique de travail inflexible. Il croyait en deux choses, l'honnêteté et le travail. Il a bâti HTL brique par brique, en un empire logistique. Mon père, Antoine, est son opposé. Diplômé de HEC Paris, il est arrogant, calculateur et froid. Pour lui, l'entreprise n'est pas une création, c'est un dû. Une machine à cash. Il n'a jamais eu la passion de mon grand-père, seulement son appétit. Ma mère, Béatrice, est sa partenaire parfaite. Elle est issue d'une famille au nom illustre mais dont la fortune s'est évaporée 2 générations plus tôt. Elle est obsédée par l'image, le statut, les apparences. Elle s'est accrochée à la fortune de mon père comme à une bouée de sauvetage, et elle défendait son statut avec une férocité de lionne. Ensemble, ils formaient un couple puissant, uni par l'ambition et le mépris. Et puis, il y avait les enfants. Leurs pions. Moi, Adeline, l'aînée de 32 ans. J'ai toujours été la responsable. La sérieuse. Celle qui devait montrer l'exemple. J'ai fait les bonnes études, EM Lyon, juste en bas de la colline, une école de commerce réputée. Je me suis spécialisée en logistique, dans l'espoir fou de suivre les traces de mon grand-père, l'homme que j'idolâtrais. Il y a mon frère, Thomas, 28 ans. Le rebelle. Il a vu clair dans le jeu de mes parents bien avant moi. Il a vu la toxicité de leur monde. À 18 ans, il a pris sa guitare, a claqué la porte du domaine et s'est enfui à Paris pour devenir musicien. Il vit petitement, mais il est libre. Mes parents parlent de lui comme d'une déception. Et enfin, il y a Clémence. 25 ans. La princesse. Le bébé de la famille, né 7 ans après moi. Elle est le miroir dans lequel mes parents aiment se regarder. Elle est belle, futile, et totalement dépendante d'eux. Sa naissance a tout changé. Je me souviens que mes anniversaires étaient de simples goûters dans le jardin avec quelques amis. Le jour où Clémence a eu 6 ans, mes parents ont privatisé une partie du parc de la Tête d'Or et ont fait venir un magicien de Paris. J'étais l'aînée raisonnable. Elle était la petite fragile. J'étais celle qui devait travailler. Elle était celle qui devait être admirée. Cette dynamique, cette injustice fondamentale, a été le terreau de la trahison à venir. Cette préférence aveugle, ce favoritisme flagrant, allait devenir leur plus grande faiblesse, et la raison de leur chute. Ils ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils m'utilisaient. Laissez-moi vous donner un exemple précis, un souvenir qui me brûle encore. C'était il y a 3 ans. J'avais 29 ans et je travaillais chez HTL depuis 6 ans. J'étais reléguée à un poste administratif, bien en dessous de mes qualifications. Mais je travaillais. Le soir, les week-ends, je ne comptais pas mes heures. J'avais passé 6 mois, sur mon temps libre, à développer un projet qui me tenait à cœur. Un nouveau système de logistique verte pour l'ensemble de notre flotte de camions. J'avais analysé des milliers de données, optimisé les itinéraires de livraison dans toute la région Rhône-Alpes, trouvé des partenariats pour passer une partie de la flotte en électrique. Mon projet, chiffre à l'appui, permettait d'économiser près de 15% sur les coûts de carburant et améliorait notre image de marque. J'étais fière. J'ai préparé une présentation de 50 pages. J'ai demandé un rendez-vous officiel avec mon père. Je suis entrée dans son immense bureau au dernier étage. Il était au téléphone, me faisant signe d'attendre. Il a finalement raccroché, l'air agacé. « Tu as 5 minutes, Adeline, je suis débordée. » J'ai commencé ma présentation. Je parlais d'optimisation, d'empreinte carbone. Il regardait son écran d'ordinateur, tapotant sur son clavier. Je ne suis pas sûre qu'il ait écouté un seul mot. Quand j'ai eu fini, un silence s'est installé. Il a levé les yeux. « C'est tout ? D'accord, c'est bien. Laisse-moi le dossier. J'y jetterai un œil. Aucune question. Aucune félicitation. Juste cette indifférence froide. J'ai ravalé ma déception, comme d'habitude. Au moins,
Il a le dossier, me suis-je dit. Un mois plus tard. Grande réunion semestrielle des actionnaires à la Cité internationale. L'amphithéâtre était plein. Mon père monte sur scène pour son discours sur l'avenir de HTL. Nous devons innover, a-t-il déclaré. Et je suis fier de dire que l'innovation vient de la nouvelle génération. Mon cœur a fait un bond. Allait-il enfin? Et pour nous parler de notre nouvelle initiative HTL Vert, j'appelle sur scène notre vice-présidente au développement créatif, ma fille, Clémence. Clémence. 22 ans à l'époque. Son titre avait été inventé de toutes pièces. Elle est montée sur scène, souriante, dans une robe hors de prix. Et elle a présenté mon projet. Elle a déroulé mes slides. Elle a parlé de synergie et d'éco-responsabilité, des mots qu'elle avait dû apprendre le matin même. C'était une performance médiocre, elle lisait ses notes, mais le public était conquis par sa jeunesse et son charme. Mon père, au premier rang, la regardait comme si elle venait de guérir le cancer. Il rayonnait de fierté. À la fin, il l'a serrée dans ses bras sur scène, sous les applaudissements. Moi, j'étais assise au troisième rang. Invisible. Anonyme. Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai applaudi. J'ai même dû féliciter Clémence après, qui m'a répondu d'un air absent. Oh merci, tu sais, c'est juste une petite idée que j'ai eue comme ça. J'ai honte de l'admettre aujourd'hui. J'avais honte de moi. Pourquoi n'ai-je rien dit? Pourquoi n'ai-je pas crié au vol? Parce que la petite fille en moi, stupide et désespérée, voulait encore et toujours l'approbation de cet homme. J'avais peur que si je faisais des vagues, je perdrais le peu que j'avais. J'avais peur d'être bannie. Ce jour-là, j'ai compris qu'ils n'allaient pas seulement m'ignorer. Ils allaient m'effacer. Ils prendraient mon travail, mes idées, ma sueur, et ils les donneraient à Clémence pour la faire briller. Ce n'était plus de la préférence. C'était un parasitisme. Cette humiliation publique aurait pu me détruire. Mais une seule personne a vu la vérité. Le soir même, lors du cocktail qui suivait la réunion, je m'étais isolée sur un balcon, regardant le Rhône couler en contrebas. Mon grand-père Julien, qui était encore en pleine forme à l'époque, m'a rejointe. Il n'était pas encore le patriarche reclus qu'il allait devenir. Il s'est tenu à côté de moi, silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, sans me regarder, l'idée de la logistique verte, c'était toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu répondre. Les larmes que j'avais retenues toute la journée ont commencé à couler. J'ai hoché la tête. Il a posé sa main ridée, mais encore puissante, sur mon épaule. C'était brillant. Digne d'un vrai bâtisseur. Digne d'un Julien. Il a marqué une pause. Ne laisse jamais, jamais personne te voler ton travail, Adeline. Surtout pas ceux qui portent ton nom et qui n'ont rien construit eux-mêmes. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Ce simple moment de validation, cette reconnaissance, c'était une bouée de sauvetage dans l'océan de mépris de mes parents. C'est aussi à cette époque, alors que je commençais à désespérer de ma vie professionnelle, que j'ai rencontré l'amour. Je l'ai rencontré de la manière la plus improbable qui soit. Pas dans un gala de charité ou un dîner mondain, mais lors d'un séminaire sur l'archivage numérique et la gestion des données. J'y assistais pour HTL, pour apprendre à optimiser nos dossiers. Il y assistait pour la bibliothèque municipale de Lyon. Il s'appelle Mathieu. Il n'était pas un simple bibliothécaire. Il était le responsable de la cybersécurité et de l'architecture des bases de données pour l'ensemble du réseau des bibliothèques de la ville. Il était calme, incroyablement intelligent, avec un sens de l'humour pince sans rire qui me faisait fondre. Et surtout, la chose la plus attirante chez lui, il n'en avait absolument rien à faire de mon nom de famille. Quand je lui ai dit que je travaillais chez HTL, il a juste dit « Ah oui, je vois leur camion. Ils devraient mettre à jour leur logo. » Pour la première fois de ma vie, un homme s'intéressait à moi, Adeline. Pas à l'héritière potentielle. Quand je l'ai présenté à ma famille, le dîner fut un désastre comique. Mathieu est arrivé avec ses vêtements simples, parlant de littérature et de code open source. Ma mère, Béatrice, le regardait comme s'il était un extraterrestre. Après son départ, elle m'a prise à part. Un bibliothécaire?
Vraiment, Adeline? Avec toutes les opportunités que nous t'offrons. Tu ne pouvais pas viser plus haut? Viser plus haut? J'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait, qui me respectait, qui m'aimait pour moi. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Une cérémonie simple, intime. Mes parents étaient présents, mais leur désapprobation était palpable. Nous avons acheté notre propre appartement, un T3 lumineux dans le 7e arrondissement, près des quais. Un endroit rempli de livres, de musique, et à des kilomètres du domaine de la soierie à Mont-d'Or. C'était notre sanctuaire. Mathieu a vu clair en eux dès le début. Il te traite comme une employée, pas comme une fille, m'a-t-il dit un soir. Il te garde assez près pour utiliser tes compétences, mais assez loin pour que tu ne leur fasses jamais d'ombre. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû voir la vérité qu'il me montrait. Mais j'étais encore prise au piège de l'espoir. Je n'imaginais pas à quel point il avait raison, et jusqu'où mes parents étaient prêts à aller pour me garder à ma place. Tout a basculé il y a 2 ans. J'avais 30 ans. La santé de mon grand-père Julien, l'homme qui avait été mon seul roc, a commencé à décliner. Au début, c'était subtil. Il oubliait des noms. Il posait 2 fois la même question. C'est la vieillesse, disait ma mère en haussant les épaules. Mais la chute est devenue vertigineuse. En l'espace de 6 mois, il est passé d'un homme vif à un vieillard confus. Mes parents ont fait venir un grand spécialiste de Paris. Un médecin au costume cher et au regard fuyant. Le diagnostic est tombé comme un coup près, démence sénile à progression rapide. Du jour au lendemain, mon grand-père a été confiné dans son aile du domaine. Une infirmière privée, une femme sévère qui ne me regardait jamais dans les yeux, a été engagée 24h24. Mes visites sont devenues contrôlées. Il est fatigué aujourd'hui, Adeline, me disait ma mère, me barrant le passage. Le médecin dit qu'il ne faut pas le perturber. Quand je parvenais à le voir, il semblait absent. Il me regardait avec des yeux vides. Mon cœur se brisait à chaque visite. Mon allié, mon protecteur, s'en était allé. Et c'est précisément à ce moment-là que mon père, Antoine, a commencé ses manœuvres. Libéré de la supervision de son propre père, il a agi vite. Il a restructuré HTL. Des employés loyaux à mon grand-père depuis des décennies ont été poussés vers la sortie, remplacés par des hommes de confiance d'Antoine. Il a commencé à vendre des actifs immobiliers, non stratégiques, des entrepôts historiques que mon grand-père chérissait. Et Clémence a soudainement développé une passion pour l'entreprise. Du jour au lendemain, elle est passée de vice-présidente au développement créatif, un titre inventé pour ses activités sur Instagram, à une figure omniprésente. Elle assistait à toutes les réunions du conseil d'administration. Elle, qui ne savait pas lire un bilan comptable, prenait des notes avec une application frénétique sur un iPad rose. Elle était assise à la droite de mon père, lui souriant, approuvant tout ce qu'il disait. L'atmosphère au bureau était devenue irrespirable. La peur avait remplacé la loyauté. J'ai senti que quelque chose de grave se tramait. J'ai appelé mon frère, Thomas, à Paris. Thomas, il se passe des choses bizarres. Papa est en train de démanteler ce que papy a construit. Clémence joue à la femme d'affaires. Et on m'empêche de voir papy. J'ai un mauvais pressentiment. Thomas a soupiré à l'autre bout du fil. Un soupir las, plein de la distance qu'il avait mise entre lui et nous. Adeline, tu t'inquiètes trop. Comme d'habitude. Tu dramatises. Laisse-les jouer avec leur argent. Qu'est-ce que ça peut faire? Quant à papy, il est vieux. Il est malade. C'est la vie. Accepte-le. Il m'a raccroché au nez. J'étais seule. Totalement seule dans cette maison de fous. Mathieu me soutenait, mais il était un étranger à leur jeu de pouvoir. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais juste paranoïaque. J'ai presque commencé à le croire. Jusqu'à ce jour. J'étais au bureau de mon père pour lui faire signer des documents administratifs urgents. Il était sorti pour un appel. Son bureau était immense, dominant la ville. Il avait laissé son ordinateur en veille. Et sur son bureau, un simple dossier en carton bleu était resté ouvert.
J'ai lu l'étiquette. Un seul mot, écrit à la main par sa secrétaire, transfert Clémence. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai jeté un œil au couloir. Personne. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert le dossier. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était réel. Et ce n'était que le début de l'horreur. Je n'ai pas eu le temps de lire plus d'une ligne. J'ai entendu ses pas dans le couloir. J'ai refermé le dossier, mais pas assez vite. Il est entré. Il m'a vu. Il a vu le dossier. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix était glaciale. J'ai bafouillé. Je cherchais un stylo. Le dossier était ouvert. Il m'a arraché le dossier des mains. Il l'a jeté dans un tiroir qu'il a fermé à clé. Puis il s'est approché de moi. Lentement. Adeline, a-t-il dit, d'une voix faussement calme. Je t'ai déjà dit de rester à ta place. Tu es trop molle pour ce monde. Tu es trop, comme lui. Il a fait un vague geste en direction de l'aile où mon grand-père était confiné. Reste dans ton bureau. Gère tes papiers. Et ne t'avise plus jamais de fouiner. L'humiliation était si intense que j'ai cru que j'allais vomir. Je suis sortie de son bureau, tremblante de rage et de peur. Mais ce n'était rien. Ce n'était que l'apéritif. Le vrai piège allait bientôt se refermer. Quelques semaines plus tard, HTL a été frappé par une crise majeure. Foudroyante. Notre plus grand concurrent, un groupe impitoyable basé à Marseille, a lancé une offre agressive et ciblée sur nos 10 plus gros clients. Ils ne se sont pas contentés de proposer des tarifs plus bas, ils avaient des informations que seuls nous pouvions détenir. Nos tarifs préférentiels, nos échéanciers de contrat, les noms de nos contacts privés. C'était une fuite. Une trahison. Mon père a lancé une enquête interne immédiate. Il était furieux. Du moins, il jouait la fureur à la perfection. 2 jours plus tard, le responsable informatique, un homme loyal à mon père, qui avait remplacé l'ancien directeur fidèle à Papy, a rendu ses conclusions. J'ai été convoqué dans le bureau de mon père. Ma mère était là. Le responsable informatique aussi. L'ambiance était funèbre. Adeline, a commencé mon père, l'air grave. L'enquête a révélé l'origine de la fuite. C'est une catastrophe. Elle provient de l'extérieur. Il a fait un signe au technicien. Celui-ci a projeté une série de chiffres sur l'écran mural. Cette adresse IP, Adeline, dit mon père. C'est celle de votre appartement. J'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Quoi? C'est impossible. C'est une erreur. Ma mère s'est approchée, posant une main sur mon bras avec une fausse compassion. Adeline, chérie. Nous savons que les temps sont durs. Et Mathieu, ton mari, il est peut-être frustré par l'argent? Un bibliothécaire, les salaires ne sont pas élevés. Peut-être qu'il a été tenté. J'ai reculé, horrifié. Vous osez? Vous insinuez que Mathieu. Nous n'insinuons rien, dit froidement mon père. Les faits sont là. Une plainte va être déposée pour espionnage industriel. C'est la loi. Je suis rentrée chez moi comme une automate. J'ai ouvert la porte. Mathieu était en train de préparer le dîner. L'odeur de l'ail et des tomates me soulevait le cœur. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, le poison de mes parents a fait effet. J'ai douté. C'est toi, ai-je demandé, ma voix brisée. Il s'est figé, son couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. Pardon? La fuite de données. L'IP. Ils disent que ça vient d'ici. C'est toi? Dis-moi la vérité. Le regard qu'il m'a lancé m'a transpercé. De la douleur, de l'incrédulité, et de la colère. Adeline, a-t-il dit, posant son couteau. Tu m'écoutes, ou tu les écoutes, eux? Après tout ce qu'ils t'ont fait, tu penses vraiment que je ferais une chose pareille? Puis son visage a changé. La colère s'est transformée en une concentration intense. Il a essuyé ses mains. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Mathieu n'était pas qu'un bibliothécaire. Il était un expert en sécurité réseau.
Il s'est assis devant son ordinateur. J'ai regardé par-dessus son épaule pendant des heures. Il a tapoté sur son clavier, murmurant des termes que je ne comprenais pas, spoofing, proxy inversé, routage masqué. Finalement, à 2 heures du matin, il s'est retourné vers moi, les yeux brillants de fatigue et de triomphe. J'ai trouvé. C'est du spoofing, Adeline. C'est un travail de professionnel. Ils ont masqué la piste. Ils ont fait rebondir le signal pour qu'il ait l'air de venir de notre IP. Mais qui? Je l'ai trouvé, dit-il, le visage sombre. La véritable origine. Un serveur privé. Aux îles Caïmans. Un serveur lié à une société écran, qui appartient à ton père. J'ai dû m'asseoir. Ce n'est pas une fuite de données, Adeline, dit Mathieu, sa voix dure. C'est un piège. C'est une mise en scène. Ils m'ont piégé pour te faire taire. Pour te discréditer. Pour t'obliger à choisir entre ton mari et ta famille. Ton père cache quelque chose d'énorme. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais mariée à un homme brillant et intègre. Mais que j'étais la fille de monstres absolus. Dites-moi en commentaire, si vous aviez été à ma place, sachant cela, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence, de peur de représailles? Ou seriez-vous allé voir la police, au risque de détruire votre propre famille et d'envoyer votre père en prison? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Nous n'avons pas gardé le silence. Mais nous ne sommes pas allés voir la police. Pas encore. Mathieu était trop intelligent pour ça. Ils ont le contrôle de l'enquête interne, Adeline. Si nous allons voir la police maintenant, ils diront que ce sont nos preuves qui sont fausses. Ils retourneront la situation contre nous. Ils ont plus d'argent, plus d'avocats, plus de pouvoir. Il a tout sauvegardé. Les traces numériques, les preuves de la manipulation du routage, l'adresse du serveur au Caïmans. Il a tout crypté et l'a mis sur une clé USB sécurisée. Nous allons attendre, m'a-t-il dit, en me prenant les mains. Ils ont fait une erreur. Une énorme erreur. Ils nous ont sous-estimés. Ils t'ont sous-estimé, et ils ne savaient pas qui j'étais. Nous attendrons le bon moment. Et ils se trahiront eux-mêmes. Et le bon moment, c'était maintenant. Nous revoilà dans la salle de réunion du domaine de la soierie. La convocation était arrivée 2 jours plus tôt. Réunion de famille importante. Je savais que c'était le moment. Quand je suis arrivée, ma mère a fait une scène. Adeline, pourquoi Mathieu est-il là? C'est une réunion de famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mathieu est ma famille. Il reste. C'était la première fois de ma vie que je lui tenais tête aussi ouvertement. Elle a été si surprise qu'elle n'a rien trouvé à redire. Nous étions donc assis là. Moi, et Mathieu à mes côtés. Et mes parents, et Clémence, et le notaire, et mon grand-père silencieux dans son fauteuil. Et c'est là que l'annonce est tombée. Les 5 millions d'euros pour Clémence. Et c'est là que mon père, Antoine, m'a lancé ce regard triomphant, ce regard de pitié méprisante. Tu vois, Adeline. C'est comme ça que les affaires fonctionnent. Tu devrais travailler plus dur. Comme ta sœur. Clémence affichait un petit sourire satisfait. Elle avait gagné. La fille préférée avait tout. Ma mère, Béatrice, en a rajouté une couche. Et j'espère que tu apprendras à te réjouir pour elle, Adeline. Ta jalousie constante est ce qui a toujours inquiété ton grand-père. Mon grand-père. L'homme brisé, assis dans son fauteuil roulant dans le coin. J'ai regardé mes parents. J'ai vu leur cupidité. J'ai vu leur cruauté. J'ai vu le piège qu'ils m'avaient tendu avec la fausse fuite de données, et j'ai vu ce transfert d'argent comme l'étape suivante de leur plan pour m'éliminer. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti une colère froide, pure. J'ai regardé Mathieu. Il m'a fait un léger signe de tête. Il avait la clé USB dans sa poche. J'ai pris une grande inspiration, prête à tout déballer. Prête à dire, Maître Dubois, avant de continuer, j'aimerais vous montrer des preuves de fraude et de blanchiment d'argent. J'étais prête à faire exploser cette mascarade. Mais je n'en ai pas eu besoin. Car c'est à ce moment-là,
alors que le silence était total, que mon grand-père, Julien, s'est levé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le son du fauteuil roulant qui grinçait a été la première chose. Puis le bruit du plaid en tartan tombant sur le parquet. Et il était là. Debout. Droit. Plus grand que dans mes souvenirs. L'infirmière a eu un hoquet de surprise, portant la main à sa bouche. Monsieur Julien. Vous? Maître Dubois a laissé tomber son stylo, qui a roulé bruyamment sur la table en acajou. Ma mère a poussé un petit cri étranglé. Julien? Mais, comment? Mon père, Antoine, est devenu livide. Il a reculé d'un pas. Père? Mais, tu ne devrais pas, tu dois te reposer. Mon grand-père l'a foudroyé du regard. Un regard que je n'avais pas vu depuis des années. Le regard du bâtisseur. Le regard du patriarche. Assez. Sa voix était forte. Elle n'était pas chevrotante. Elle était pleine d'autorité. Elle a résonné dans la pièce, faisant taire tout le monde. Antoine. Tais-toi. Mon père s'est figé. Ce testament, a dit mon grand-père, en désignant les papiers que Maître Dubois tenait d'une main tremblante. C'est une imposture. Une fraude. Tout comme toi. Julien, la démence, tu ne sais pas ce que tu dis? A commencé ma mère, en s'éventant avec sa main. La démence, a-t-elle ri, d'un rire sec qui n'avait rien de joyeux. C'est ce que vous avez dit au médecin, n'est-ce pas? C'est ce que votre spécialiste parisien, le docteur Fournier, a diagnostiqué? C'est facile de diagnostiquer une démence quand on paie le médecin assez cher pour qu'il monte sur un rapport médical. Il s'est avancé vers la table. J'ai fait semblant pendant 2 ans. 2 ans. Depuis le jour où vous avez fait venir ce charlatan. Je vous ai regardé faire. Je vous ai écouté comploter. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où ta cupidité te mènerait, Antoine. Il s'est tourné vers moi. Et pour la première fois, ses yeux se sont adoucis. Je suis désolé, Adeline. Ma petite fille. Désolé de t'avoir laissé subir ça. Mais j'avais besoin de preuves. J'avais besoin qu'il se trahisse eux-mêmes, devant témoins. Il a sorti une petite clé USB de la poche de sa veste. Une clé identique à celle de Mathieu. Il l'a jetée sur la table. Tout est là, a-t-il dit à mon père. 8 ans. 8 ans que tu pilles HTL. Depuis le jour où tu as cru que j'étais trop vieux pour vérifier les comptes. 8 ans que tu siphons l'argent de l'entreprise que j'ai bâtie. 27 millions d'euros. Transférés sur des comptes offshore. Des sociétés écrans. Il a fait un signe de tête à Mathieu. Et merci à toi, Mathieu. Vous ne le savez pas, mais cet homme, ce simple bibliothécaire, est un génie. Tu as trouvé les serveurs au Caïman que même mes enquêteurs privés ont failli manquer. Tu as confirmé ce que je soupçonnais sur le piège qu'ils ont tendu à Adeline. Mon père, Antoine, n'était plus livide. Il était gris. Il transpirait. Vous ne pouvez pas. Oh, si, a dit mon grand-père. Vous ne pouvez pas me faire ça, a crié mon père, retrouvant soudainement sa voix. Je suis votre fils. C'est mon héritage. C'est mon droit. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que tous les cris. Mon grand-père a regardé mon père avec une tristesse infinie. Une pitié profonde. Et c'est là, Antoine, a-t-il dit doucement, qu'est la vérité la plus douloureuse. J'ai gardé ce secret pendant plus de 50 ans. Par amour pour ta mère. Par respect pour sa mémoire. Mais tu m'as forcé la main. Il a inspiré profondément. Tu n'es pas mon fils biologique. Le monde s'est arrêté de tourner. Ma mère a poussé un cri strident, un son inhumain. Clémence a fondu en larmes, mais cette fois, c'étaient des sanglots de pure terreur. Et mon père s'est effondré sur sa chaise, comme si on lui avait coupé les jambes. Ce n'était plus une fraude. C'était l'explosion de toute notre identité. Mon grand-père a tout raconté. D'une voix calme,
presque professoral. Il a raconté l'histoire d'Éléonore, ma grand-mère, décédée quand j'étais enfant. Une femme magnifique mais malheureuse. Il a raconté sa brève liaison, il y a près de 60 ans, avec son premier associé. Il a raconté comment il n'avait découvert la vérité qu'après sa mort, en lisant ses journaux intimes. Il avait découvert qu'Antoine, son fils qu'il avait élevé, qu'il aimait, n'était pas de son sang. « Je t'ai élevé comme le mien », a dit Julien, sa voix brisée par l'émotion, en regardant l'homme détruit qui était mon père. « Je t'ai donné mon nom. Je t'ai donné mon amour. Je t'ai donné mon entreprise. Et tu as tout pris. Tu as utilisé mon nom, le nom que je t'ai donné par amour, pour commettre des crimes. Pour trahir ta propre fille. Ce jour-là, tout a changé. Le vrai testament a été révélé. Le seul qui ait jamais compté. Il avait été rédigé il y a 5 ans, avant la fausse démence, et certifié par un autre notaire. HTL serait placé dans une fiducie. Antoine et Béatrice étaient immédiatement démis de toutes leurs fonctions, de tout leur mandat. Ils perdaient leur voiture de fonction, leur carte de crédit d'entreprise, leur accès au domaine. L'entreprise serait désormais dirigée conjointement par moi, Adeline, et mon frère, Thomas. Thomas, qui avait sauté dans le premier train depuis Paris dès que je l'avais appelé, et qui était arrivé juste à temps pour voir l'effondrement de son père. Mes parents n'ont pas accepté leur défaite. La semaine suivante, la guerre a commencé. Ils ont engagé les avocats les plus chers de Lyon. Ils ont contre-attaqué sur tous les fronts. Leur principal angle d'attaque ? La compétence mentale de mon grand-père. Ils ont déposé une plainte officielle, affirmant qu'il était sénile et qu'il était manipulé. Manipulé par moi, la fille jalouse, et par mon mari, le bibliothécaire intrigant. Et Clémence, ma sœur Clémence, toujours sous l'emprise de nos parents, ou peut-être simplement terrifiée à l'idée de perdre son train de vie, a participé à la campagne de diffamation. Elle a posté de vieilles photos d'elle et de papy sur Instagram, quand il était en bonne santé. Tellement triste, a-t-elle écrit sous une photo d'eux deux souriants. Mon cœur est brisé de voir comment ma pauvre sœur et son mari manipulent mon grand-père malade pour l'argent. Certaines personnes ne reculeront devant rien. Le venin. La trahison publique. J'étais dévastée. Je recevais des messages de haine. Mais nous avions Julien. Et nous avions la vérité. Et nous avions un allié inattendu. Une semaine après le début des hostilités, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. C'était Greta. L'assistante personnelle de ma mère depuis plus de 20 ans. Une femme allemande, discrète, efficace, presque invisible. Je ne peux plus, m'a-t-elle dit, sa voix tremblant, son accent allemand plus prononcé que d'habitude. Je ne peux plus les regarder faire ça. Ce qu'ils vous font, ce qu'ils ont fait à Monsieur Julien. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de la gare de Perrache. C'était un endroit sombre, anonyme. Elle m'a tendu un sac en toile épais. Il était lourd. Ce sont les journaux intimes de votre mère, a-t-elle dit. Les vrais. Ceux de ces 25 dernières années. Elle m'a demandé de les brûler ce matin. Je n'ai pas pu. Je l'ai regardée, stupéfaite. Greta, pourquoi ? Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu de la colère dans son regard habituellement passif. Parce que votre grand-père a payé les frais médicaux de ma fille en Allemagne pendant 3 ans. En secret. Sans jamais rien demander en retour. Je lui dois tout. Je ne leur dois rien, à eux. Je suis rentrée chez moi avec le sac. Ce que contenaient ces journaux n'était pas seulement la preuve de la fraude financière, dont elle était complice. C'était la preuve de leur mépris total pour nous tous. Et surtout pour Clémence. Lire les journaux de ma mère a été l'expérience la plus écœurante de ma vie. C'était pire que de lire les rapports financiers de mon père. L'argent, c'était abstrait. Ça, c'était personnel. Béatrice avait méticuleusement documenté 25 ans de sa vie. Et de ses crimes. Elle y détaillait, avec une précision glaçante, les débuts de la fraude. Antoine a réussi à détourner les premiers fonds. 300 000 €. Julien ne s'est rendu compte de rien. Il vieillit. C'était il y a 8 ans. Elle y parlait du « piège » tendu à Mathieu.
L'idée d'Antoine de piéger le bibliothécaire est brillante. Adeline sera obligée de choisir, et elle choisira son mari. Elle nous laissera tranquilles. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les passages sur nous, ses enfants. Des passages écrits avec un venin et une froideur qui me retournaient l'estomac. Thomas est une cause perdue. Un artiste raté. Il ne mérite pas le nom de la famille. Adeline est trop intelligente. Trop comme Julien. Elle pose trop de questions. Elle est dangereuse. Antoine doit la garder à l'œil et s'assurer qu'elle n'ait jamais de vrai pouvoir. Et puis, la page qui a tout changé. Une page écrite juste après la promotion de Clémence. Antoine s'inquiète qu'Adeline soit trop compétente et qu'elle voie clair dans nos affaires. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Nous avons Clémence. Elle est parfaite. Une belle poupée écervelée. Elle signera tout ce qu'on lui dira, elle ne posera jamais de questions, tant qu'elle aura son argent de poche pour faire du shopping à Paris. Elle est notre meilleure garantie. Notre assurance vie. Une belle poupée écervelée. Lorsque nos avocats ont présenté ces journaux au juge, dans son bureau, l'affaire a été pliée. La contre-attaque de mes parents s'est évaporée. Le juge a immédiatement ordonné le gel de tous leurs avoirs personnels. Le lendemain, mon père, Antoine, a pris un vol pour la Suisse depuis un aérodrome privé. Il avait fui, abandonnant ma mère pour faire face à la musique seule. Quant à Clémence, elle était détruite. Elle n'a pas été détruite par la fraude. Ni par la fuite de son père. Ni par l'arrestation imminente de sa mère. Nous lui avons montré cette page du journal. Je l'ai regardé lire les mots de sa propre mère. Elle l'a lu. Une fois. 2 fois. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est devenue blanche comme un linge. Une poupée, a-t-elle murmuré. À cet instant, son univers s'est effondré. Elle a compris. Elle n'était pas l'enfant préféré. Elle n'était pas aimée pour sa créativité. Elle était l'outil le plus stupide. Le plus facile à manipuler. Toute sa vie, toute sa confiance en soi, tout était basé sur un mensonge. Sa dépression fut profonde. Elle a commencé une thérapie intensive. Pour la première fois de sa vie, elle devait affronter la réalité. Elle n'était pas en colère contre moi. Elle était en colère contre eux. Ma mère, Béatrice, a négocié une peine. En échange de sa coopération totale pour récupérer les fonds, et pour accabler mon père, elle a évité la prison, mais a écopé d'une lourde amende et d'une assignation à résidence. Et au milieu de ce chaos, de cette destruction totale, un miracle. Je me sentais épuisée depuis des semaines. Nauséeuse. Mathieu a insisté pour que je voie un médecin. J'y suis allée, pensant que c'était juste le stress, les conséquences de ces mois de guerre. Le médecin m'a souri. Le stress y est peut-être pour quelque chose, madame. Mais la cause principale est ailleurs. Félicitations. Vous êtes enceinte de 8 semaines. La vie. La vie commençait à renaître des cendres. Mais une question demeurait, que faire de l'héritage de tous ces mensonges? 1 an a passé. Nous nous sommes réunis à nouveau dans la grande salle de réunion du domaine de la soierie. L'ambiance était radicalement différente. L'air ne sentait plus la trahison, mais la peinture fraîche et la poussière. Il y avait moi, Adeline. Mon mari, Mathieu, qui tenait dans ses bras notre fils de 3 mois, Jacob. Il y avait mon grand-père, Julien. Il était fatigué, mais ses yeux brillaient. Il était assis, non pas dans un fauteuil roulant, mais à la tête de la grande table en acajou. Il y avait mon frère, Thomas. Il avait déménagé de Paris. Il avait coupé ses cheveux longs, mais gardait son énergie de rocker. Il travaillait maintenant à mes côtés en tant que codirecteur de HTL, gérant la partie créative et marketing. Et il y avait Clémence. Plus mince. Le visage marqué par une année de thérapie et de travail sur soi. Elle ne portait plus de vêtements de créateur, mais un simple jean. Ses yeux étaient clairs, et pour la première fois, ils semblaient intelligents. Elle travaillait, pour un salaire de base, à la fondation caritative que HTL venait de créer. Ce qui n'était pas là? Ma mère, Béatrice.
Elle était assignée à résidence dans un petit appartement en ville, c'est bien saisi. Mon père, Antoine. Il était toujours en fuite en Suisse, faisant face à un mandat d'arrêt international pour fraude fiscale et abus de biens sociaux. Ce jour-là, ce n'était pas une réunion de crise. C'était une réunion de reconstruction. Mon grand-père a pris la parole. J'ai vendu le domaine de la soierie, a-t-il annoncé. Nous étions sous le choc. Mais papy, a commencé Thomas. C'est la maison de famille. Non, a dit Julien, d'une voix douce mais ferme. C'était la maison d'Antoine. C'était un palais construit sur des mensonges et de l'argent volé. Elle a trop de fantômes. Notre famille a besoin de nouvelles fondations. Il a déroulé un grand plan sur la table. Ce n'était pas un bilan financier. C'était un plan architectural. J'ai acheté un terrain, a-t-il dit. De l'autre côté du lac, à Mont-d'Or. Avec une vue magnifique. Un terrain où nous pouvons respirer. Il y avait 3 maisons dessinées sur le plan. Une pour moi, dit-il. Une pour toi, Thomas. Et une pour toi, Adeline, et ta nouvelle famille. Clémence a baissé les yeux. Elle n'a rien dit. Il n'y avait pas de maison pour elle. Mon grand-père s'est tourné vers elle. Et il y a ce 4e terrain, Clémence. Juste là. Il a pointé un espace vide sur le plan. Il est vide. Il n'y a rien dessus. Il l'a regardé avec bienveillance. C'est à toi de décider si tu veux y construire quelque chose. C'est à toi de nous montrer qui tu es, maintenant que tu n'es plus une poupée. C'est à toi de gagner ta place, non pas par le sang, mais par le travail. Comme je l'ai fait. Clémence a levé les yeux. Il y avait des larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de défi. Elle a hoché la tête. Ce soir-là, je me tenais sur la terrasse vide du domaine, regardant le soleil se coucher sur Lyon. Mon grand-père m'a rejointe, tenant mon fils Jacob dans ses bras. Tu ne regrettes pas, papy, ai-je demandé. D'avoir tout fait exploser? Ta propre famille? Il a regardé Jacob, qui dormait paisiblement. La vérité, Adeline, a-t-il dit, c'est comme une fondation. Si elle est fissurée, peu importe la beauté de la maison que tu construis dessus, elle finira par s'effondrer. Ce que ton père avait construit, c'était un château de cartes. Ce que nous allons construire, il m'a regardé, ce sera peut-être plus petit, mais ce sera en granit. La vérité, c'est la seule fondation qui tienne. Notre famille s'est brisée. Elle a été réduite en cendres. Mais de ces cendres, quelque chose de nouveau, de plus honnête, est en train de naître. Le karma, ou peut-être simplement la justice, a fini par frapper à la porte de ma famille, et le son était assourdissant. Avez-vous déjà vécu un moment où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a tout changé? Une histoire de justice familiale, une trahison ou une rédemption que vous aimeriez partager? Racontez-moi vos histoires et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de trahison, de mensonges financiers et de reconstruction familiale vous a touché, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires vraies. Parfois, comme je l'ai appris, ce qui ressemble à la fin de tout n'est en fait que le début de quelque chose de bien meilleur. Merci de m'avoir écouté.